bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Merci de venir partager avec nous cette heure sur les troubles de la ménopause avec le docteur Jean-Marc Bobo. Je suis une docteure Jacqueline Nasmen-Busquet. Alors, la ménopause, une fatalité, nous avons convenu d'essayer d'anticiper pour justement tenter d'échapper à cette fatalité. Voilà un petit peu le propos de notre heure de travail. Voici le plan. Les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes et notre réponse en micronutrition. On va voir que c'est une période difficile effectivement avec tous ces symptômes. Les troubles génito-urinaires avec en détail le syndrome génito-urinaire associé à la ménopause, les infections urinaires, la grande place des vaginoses. Et on terminera par un clin d'œil, parce que je ne serai pas exhaustive là-dessus, sur les douleurs articulaires. Et notre grande mission pendant une heure, c'est essayer de tenter donc d'éviter tous ces désagréments aux nombreuses femmes qui vivent une ménopause. Pendant le quart d'heure, le dernier quart d'heure, nous écouterons bien évidemment vos questions. Alors, la ménopause, vous le savez, c'est une étape tout à fait physiologique dans la vie d'une femme qui correspond à la diminution de la sécrétion des estrogènes, de la progestérone, due à une diminution du fonctionnement de l'ovaire. Cette étape se situe autour de 50 ans, avec une marge allant de 40 à 60. Et donc, cette ménopause va être marquée par une période qui va la précéder, cette périménopause ou préménopause qui peut s'accompagner de troubles du cycle, etc. Et puis tout ce qui est donc les désagréments de la ménopause que nous allons voir tout de suite. Et tout d'abord, donc ces troubles que l'on appelle troubles du climatère ou syndrome climatérique, on va voir que c'est une association de symptômes, que cette association de symptômes est variable selon les femmes. Certaines femmes n'ont pas de bouffées de chaleur. Et donc ces symptômes vont varier pendant la période de la périménopause, puis de la ménopause confirmée. Essentiellement 4 signes cliniques, 4 grands groupes principaux. D'une part, les bouffées de chaleur ou ces bouffées vasomotrices désagréables avec ces réveils nocturnes. Parfois simplement, et ceci surtout en préménopause, les sueurs nocturnes, simplement sans bouffer cette fois-ci, mais là aussi responsables de réveils nocturnes, de sensations désagréables. Et puis, tous ces troubles génito-urinaires que le docteur Bobo va nous détailler dans un instant. Et vous les avez toutes entendues se plaindre de quelques douleurs articulaires, soit des douleurs articulaires au niveau, par exemple, des articulations de la main, ou bien, générales, quelques douleurs par-ci, par-là, parfois, bien sûr, associées à des troubles de l'humeur. Alors, la palette des réponses, bien vous voyez, elle est abondante. Nous ne serons pas exhaustifs aujourd'hui. On va parler d'une partie de cette palette et il vous restera bien évidemment bien d'autres parties à utiliser, mais on ne pourra pas être exhaustif en une heure de temps. Donc, ces bouffées de chaleur et la réponse, et les sueurs nocturnes, et la réponse en micronutrition. Qu'est-ce qu'on a à notre disposition? Il existe une plante qui s'appelle l'acté à grappe noire ou Actea racemosa. C'est une plante originaire d'Amérique du Sud qui a été utilisée pendant très très longtemps par les tribus aborigènes pour de multiples raisons, pas simplement un travail autour de la femme et de la ménopause. On va utiliser les parties souterraines, les rhizomes, et c'est surtout la richesse en triterpènes glycosides qui va faire l'intérêt de cette plante. On sait que la quantité nécessaire, on va le voir, je reviens en arrière, va être de 40 mg et on va le voir sur la diapositive suivante. Quel est le mécanisme d'action de cette actée à grappe noire? Eh bien, elle va avoir une action sérotoninergique, c'est-à-dire qu'elle va favoriser une liaison aux récepteurs sérotoninergiques qui sont impliqués,
notamment dans la thermorégulation, les récepteurs donc, à la sérotonine au niveau des centres thermorégulateurs de l'hypothalamus. Donc cet acté à grappe noire son efficacité est fortement documentée, 28 publications dont une méta-analyse, 12 revues systématiques montrent donc l'efficacité de cette plante, Actea racemosa ou Actea grappe noire, sur le nombre, mais aussi sur l'intensité des bouffées de chaleur. Donc ça, toutes les femmes qui sont en ménopause vont le prendre. Cette utilisation de l'Actea grappe noire, donc pour soulager les troubles du climatère, est reconnue dans des monographies de l'ESCOPE et de l'EMA, ce qui ajoute donc à la fiabilité de cette plante. Et je l'anticipais tout à l'heure, donc avec 20 mg, on va obtenir 1 mg de triterpène glycoside, mais la dose recommandée, la dose utile, va être de 40 mg donc, par jour, qui amènera 2 mg de triterpène glycoside. Quel est l'intérêt de cette acté à grappe noire et surtout de son association avec du griffonia chez les femmes avec le trouble du climatère? On va pouvoir donc avoir à la fois l'action d'Actea racemosa dont on vient de parler, d'Actea grappe noire, sur les récepteurs à la sérotonine, mais également le rôle donc du griffonia qui amène directement du 5-HTP, qui va essayer lui aussi d'agir sur ces récepteurs au niveau des thermorégulateurs. Donc on aura par l'Actea grappe noire et par le griffonia une association, une synergie pour lutter contre les bouffées de chaleur et les bouffées vasomotrices, contre ces sueurs nocturnes que je décrivais, même si elles sont moins vives que les bouffées de chaleur. Également sur tous ces signes spécifiques de la ménopause, tout ce qui peut être les troubles du sommeil qui sont nettement aggravés par ces bouffées de chaleur, mais aussi parfois cette tendance un petit peu tristounette, on va peut-être dire jusqu'à dépressive, tous ces troubles de l'humeur que la femme ressent à cet âge-là, c'est une étape difficile, avec souvent marqué d'irritabilité et puis parfois des boulimies, ces boulimies de sucré, toujours très pathognomoniques d'un déficit en sérotonine. Donc la réponse va être apportée par Feminabian Ménoconfort, qui va être une réponse non hormonale pour limiter les troubles du climatère. Donc il va associer de l'extrait d'acté à grappe noire, 40 mg par comprimé, la dose utile, avec du 5-HTP extrait de griffonia et on aura 150 mg par comprimé, et des vitamines. Alors d'une part, de la vitamine D, vous connaissez bien son rôle au niveau du métabolisme phosphocalcique, je ne vais pas le rappeler, mais la vitamine D qui va être associée à la vitamine B6, B9, B12, va avoir un rôle dans la prévention de l'ostéoporose, puisque le fait d'apporter des vitamines B9, B6, B12, vous vous souvenez, on appelle cela le trio de la méthylation, va participer à une meilleure fonction du cycle de la méthionine et donc améliorer le taux d'homocystéine, c'est-à-dire vérifier que la personne n'ait pas un taux élevé d'homocystéine qui serait défavorable au niveau du métabolisme osseux, stimulant l'effet ostéoclastique, et qui serait défavorable au niveau des risques cardiovasculaires, puisque, vous le savez, un excès d'homocystéine est neuro- et cardiotoxique. Donc, un comprimé par jour qui va donc avoir ses propriétés pour lutter contre les bouffées de chaleur, mais aussi améliorer les neuromédiateurs sans apporter, bien évidemment, aucune hormone, et amenant une synergie d'action entre l'acté à grappe noire et griffonia. Une posologie simple, un comprimé par jour. Donc il n'y a pas de contre-indication, comme vous le voyez, chez les femmes qui ont eu un antécédent de cancer du sein, donc cette préparation va être particulièrement utile. Les troubles génito-urinaires, docteur Bobo?
Merci Jacqueline. Donc les troubles génito-urinaires, c'est vrai que chez la femme ménopausée, on a souvent coutume de dire que le microbiote vaginal joue un rôle important parce qu'il y a un déficit, mais on va voir que c'est peut-être pas tout à fait exact. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est on a remplacé le terme d'atrophie vaginale, le terme de sécheresse vaginale, qui est quand même relativement péjoratif, par un nouveau vocable qu'on appelle le syndrome génito-urinaire et qui finalement va regrouper tous ces symptômes génitaux, urinaires, que ce soit sexuel, que ce soit infectieux, que ce soit dans la vie quotidienne de ces femmes. Et donc ce syndrome génito-urinaire, il est complètement lié à l'hypoestrogénie. Et on va voir dans une seconde que cette hypoestrogénie joue un rôle à plusieurs niveaux. C'est bien sûr quelque chose d'extrêmement fréquent. Il y a pratiquement une femme sur deux ménopausée qui a ce genre de problème. Mais ce problème, comme vous l'avez dit tout à l'heure, peut commencer avant la ménopause, en préménopause, et souvent c'est un signe d'alerte qui malheureusement n'alerte pas suffisamment les femmes, qui n'en parlent pas suffisamment à leur médecin, parce que, comme vous l'avez dit, on peut préparer le terrain bien en amont. Alors les symptômes du syndrome génito-urinaire, on les connaît bien, c'est la sécheresse vulvo-vaginale, c'est des pertes anormales, une diminution de la lubrification, des problèmes lors des rapports sexuels, une difficulté à obtenir l'orgasme, pas uniquement d'ailleurs pour les problèmes de sécheresse, mais aussi pour des problèmes psychologiques dont on a parlé tout à l'heure, des saignements post-coïtaux, des troubles infectieux au niveau urinaire ou la vaginose dont on reparlera tout à l'heure. Alors, le manque d'estrogène agit à plusieurs niveaux. Ça agit d'une part au niveau de la muqueuse, en amincissant la muqueuse. C'est un petit peu comme sur tout le reste de la peau, c'est-à-dire qu'il y a une perte de collagène et donc il y a une sécheresse généralisée, mais qui est très marquée au niveau de la muqueuse vaginale. Il y a une diminution du flux vasculaire. Or, on sait très bien que l'hydratation du vagin, elle vient essentiellement par transsudation de ce plexus vasculaire qui entoure le vagin. Et donc là, il y a une diminution de ce flux vasculaire. Il y a une diminution de production d'un certain nombre de glandes qui sont chargées de lubrifier la vulve, qui sont chargées de lubrifier toute la zone du vestibule. Et puis il y a des anomalies du tissu conjonctif qui fait qu'on a ce que l'on appelait autrefois les descentes d'organes, qui est un terme épouvantable, mais que toutes les femmes connaissent plus ou moins, et donc qui amène cette perte de statique au niveau pelvien qui peut expliquer un certain nombre de désagréments. Et puis bien sûr, les estrogènes jouent un rôle fondamental dans l'équilibre du microbiote vaginal. Et on va voir que ce microbiote est relativement perturbé chez la femme ménopausée. Alors le microbiote vaginal, c'est quoi? Le microbiote vaginal, d'abord, il est totalement dépendant des estrogènes, donc il va apparaître au moment de l'adolescence et ne pas quitter la femme tout au long de sa vie génitale. Il est dominé à partir du moment où il y a des estrogènes par des lactobacilles qui apparaissent donc au moment de l'adolescence, dont la provenance est probablement intestinale, mais on n'en a pas la certitude absolue. Et donc, ce microbiote va évoluer pendant la période d'activité génitale avec une dominante de lactobacilles de l'ordre de 55 à 60% sur l'ensemble du microbiote. N'oubliez pas que dans un vagin de femme normale, il y a entre 100 millions et 1 milliard de germes par millilitre de sécrétion vaginale, mais qu'on se rassure, l'immense majorité de ces bactéries sont des bonnes bactéries qu'on appelle des lactobacilles. Mais il y a quand même 40 à 45% d'autres micro-organismes, dont ces fameux germes anaérobies, ces bactéries anaérobies, dont on sait que la multiplication provoquera la vaginose bactérienne. Alors on a souvent dit, à la ménopause, tout s'arrête, donc il n'y a plus d'estrogène, donc il n'y a plus de lactobacilles. C'est faux. En fait, on s'est aperçu que la majorité des femmes qui étaient ménopausées continuent à avoir une flore lactobacillaire et chez certaines d'entre elles, environ 35 à 40% selon les études, c'est même une flore qui reste majoritaire. Alors évidemment, ça n'a plus rien à voir avec la majorité écrasante des lactobacilles que l'on avait en période d'activité génitale ou quand il y avait beaucoup d'estrogènes, mais il persiste quand même des lactobacilles et on va jouer sur ce facteur lactobacille pour essayer de redonner un tonus à ce microbiote vaginal. Et donc là, on voit très bien sur cette étude que entre la préménopause, la périménopause et la ménopause, la concentration de lactobacilles diminue progressivement, mais qu'on garde une légère augmentation, enfin une légère proportion favorable de lactobacilles, puisque un peu plus de 50% des femmes de cette étude gardaient une flore avec des lactobacilles. Donc, encore une fois, la ménopause, c'est pas l'arrêt des lactobacilles, il y en a encore et il faut que la femme en profite. Et surtout, ce qu'on a démontré, c'est que
finalement, la présence de lactobacilles et la quantité de lactobacilles jouent un rôle fondamental chez ces femmes ménopausées dans la bonne santé vaginale. Sur cette étude, on voit le groupe H qui veut dire bonne santé, health. On s'aperçoit que les femmes qui sont en bonne santé vaginale, qui n'ont pas de troubles dont on a parlé tout à l'heure, d'atrophie, de sécheresse, bien c'est une flore qui est dominée par des lactobacilles. Et quand on prend le groupe d'atrophie vaginale, les femmes avec un syndrome génito-urinaire, eh bien on s'aperçoit que là, cette flore, elle n'est plus dominée par les lactobacilles, mais elle est dominée par des germes comme Gardnerella, Atopobium, qui sont des germes anaérobies. Donc, les lactobacilles jouent un rôle absolument protecteur sur la bonne santé vaginale. Alors, les solutions thérapeutiques de tous ces syndromes divers et variés, bien sûr les estrogènes locaux, mais comme vous l'avez dit, toutes les femmes ne peuvent pas ou ne veulent pas prendre d'estrogènes après la ménopause ou pendant la ménopause. Les produits hydratants ou lubrifiants, l'acide hyaluronique, il y en a d'autres, mais ils ont une efficacité qui est souvent très, très limitée. Alors on a de nouvelles techniques avec le laser qui donnent des résultats intéressants, mais c'est un coût, et puis ça ne marche pas forcément chez toutes les femmes. Et puis on a la fameuse rééducation périnéale qui est quelque chose de très indiqué quand effectivement on a une perte de ce tonus du plancher pelvien. Mais on se pose la question, y a-t-il une place pour les probiotiques? Eh bien, la réponse est bien évidemment oui, mais on va se poser 3 questions. D'abord, est-ce que c'est licite de donner des probiotiques? Est-ce que ces probiotiques sont capables de s'implanter dans un vagin de femme ménopausée? Là, on voit une très belle étude qui a montré qu'en 3 jours, eh bien, on a une augmentation du nombre de lactobacilles entre avant les probiotiques et après les probiotiques, alors que sur le placebo, il n'y a pas de modification du nombre de lactobacilles. Et puis quand on prend d'autres germes comme Gardnerella vaginalis ou Atopobium vaginae, qui eux sont des germes délétères, qui sont susceptibles de provoquer la vaginose bactérienne, on s'aperçoit qu'après l'application des 3 jours de probiotiques, ce qui est très peu, bien on a une diminution spectaculaire du nombre de Gardnerella vaginalis. Donc, première réponse, oui, les probiotiques peuvent s'implanter dans le vagin. Deuxième question, est-ce qu'en période de ménopause, ils sont efficaces? Là aussi, une très belle étude qui a montré que quand on utilisait des probiotiques versus placebo, toujours ces études versus placebo, pendant 14 jours, eh bien, chez ces femmes qui avaient un score de Nugent, qui est donc le marqueur du déséquilibre de la flore, intermédiaire entre 4 et 6, eh bien, on s'aperçoit qu'après 14 jours de probiotiques, il y a une réduction spectaculaire du score de Nugent qui repasse à la normale avec une baisse en moyenne de 3 points sur ce score de Nugent. Alors bien sûr, l'association estriol, même à très faible dose, avec des probiotiques est aussi quelque chose que l'on peut envisager. On a démontré qu'il y avait une action directe sur l'endothélium vaginal avec un épaississement de la muqueuse du vagin, une restauration d'un microbiote vaginal tout à fait optimal, diminution des symptômes cliniques, ça tombe sous le sens, mais c'est vrai qu'on n'est pas toujours, encore une fois, obligé de donner des estrogènes puisque la femme peut parfois ne pas vouloir ou ne pas être susceptible d'en recevoir. Et la troisième question, combien de temps ça dure cette action des probiotiques? Eh bien, on s'est aperçu dans l'étude que je vous ai montrée tout à l'heure qu'après 3 jours de probiotiques, ça donnait une atmosphère favorable au redémarrage de la flore résidente. Mais ça, on le sait, les probiotiques n'ont pas pour vocation de remplacer la flore naturelle, ils ont pour vocation de créer une ambiance générale qui permet au vagin de se restructurer par la baisse du pH, par un certain nombre de mécanismes qui vont permettre à la flore résidente physiologique de se redévelopper. Mais c'est vrai que c'est quand même une action qui dure relativement peu de temps. Donc, on se pose la question de savoir est-ce qu'il faut faire des cures séquentielles? C'est ce que les auteurs de l'étude semblent dire. Et quand le mettre en place? Il y a cette très belle étude qui montre que quand on va donner des estrogènes à une femme ménopausée, eh bien ces estrogènes vont d'autant mieux fonctionner que cette femme, elle avait déjà des lactobacilles dans le vagin. D'où l'idée de se dire que c'est avant la ménopause que l'on va préparer le microbiote vaginal. Et c'est la raison pour laquelle moi je suis assez favorable à supplémenter en probiotiques les femmes avant que la ménopause soit installée. Puis juste un mot pour dire que les probiotiques, c'est pas juste là pour refaire partir la flore, ça a une action immunitaire. On a démontré par un certain nombre d'études qu'il y a une action immunitaire qui protège contre les infections, et puis une action enzymatique, c'est-à-dire que ça va stimuler une enzyme qui va renforcer la
l'imperméabilité de la paroi vaginale. La femme a une sécheresse parce que sa muqueuse devient perméable, elle a une perte en eau. Donc là, avec les probiotiques ou certaines souches de probiotiques vont stimuler des enzymes qui vont redonner une imperméabilité à la paroi vaginale. Donc au total, c'est sûrement très important de prendre en compte le microbiote vaginal dans ces symptômes de génito-urinaires de la ménopause, que les probiotiques ont démontré une action qui est très intéressante, qu'il faut commencer de bonne heure, il faut commencer en préménopause à conseiller à ces femmes de faire des cures répétitives, des cures séquentielles, et je pense que ça prépare au mieux la ménopause. Mais là, Jacqueline, je vous laisse intervenir. Oui, merci. Effectivement, je pense que ce point d'anticipation est primordial pour prendre en charge cette étape difficile, comme on le disait. Et on va avoir donc une supplémentation probiotique par voie orale. On pourra avoir d'une part une souche particulièrement intéressante qui s'appelle Lactobacillus helveticus candicis LA401, qui va être utile et on va le développer dans un instant. On aura également à notre disposition un autre probiotique qui est constitué d'une association de 4 souches probiotiques que vous voyez s'afficher, donc qui est l'Actibian référence, qui lui aussi va avoir une action très intéressante au niveau donc général, nous allons en reparler, et localement, donc rétablir l'équilibre du microbiote vaginal avec Feminabian flore vaginale. Feminabian flore vaginale va nous apporter Lactobacillus plantarum. Donc, et on va voir tout à l'heure le choix, les raisons du choix de cette souche et puis ses actions. Donc oui, anticiper, oui à un probiotique par voie générale de temps en temps, donc on va le préciser. Oui, également la place est à un probiotique par voie locale. Les infections urinaires ? Alors, les infections urinaires, on sait, toutes les femmes ménopausées, malheureusement, savent que ces infections sont très fréquentes et qu'elles augmentent avec l'âge, puisqu'on passe d'une incidence de 10 à 15% entre 65 et 70 ans jusqu'à 20% au-delà. Et donc, c'est lié à la fois à des problèmes de statique, c'est-à-dire que la vessie se vide moins facilement, il y a un résidu vésical que l'on constate régulièrement, et puis surtout, il y a une baisse de cette efficacité donc, de protection du microbiote qui va permettre le développement de bactéries entériques qui risquent de contaminer. Alors, bien sûr, tous les symptômes, je ne vais pas les détailler, on les connaît parfaitement bien, les symptômes de la cystite. Simplement pour dire qu'il y a 10 ou 20% des femmes qui sont atteintes de cystite, mais qu'il y en a une bonne partie qui vont récidiver. Et ça, c'est extrêmement gênant pour la vie quotidienne et aussi bien pour la vie sexuelle, puisque la vie sexuelle de la femme ménopausée est un facteur d'équilibre, on le sait très bien. Alors, les mécanismes de la cystite, il y a une colonisation à partir de bactéries entériques. Mais ces bactéries entériques, elles ne vont pas directement de l'intestin dans la vessie, elles transitent par le vagin. Et effectivement, si on comprend très bien que si on a un déséquilibre du microbiote vaginal, ces bactéries entériques, il n'y aura pas de barrage vaginal et elles pourront progresser directement via l'urètre au niveau de la vessie. Alors ce qui se passe, c'est que bien sûr l'Escherichia coli, le colibacille qui est responsable dans 75 à 80% des cas des cystites, il a un phénomène très intéressant, très intéressant pour lui, mais malheureusement moins pour la patiente, c'est qu'il va se fixer sur la paroi vésicale, il va coloniser la paroi vésicale, essentiellement donc par migration à partir du vestibule vaginal, il va se multiplier, se fixer et envahir, comme vous le voyez sur cette diapositive, complètement la vessie et provoquer l'infection. Donc, on a testé les probiotiques. Il y a une méta-analyse qui a montré que sur un certain nombre d'études cliniques, il y a 11 études qui ont été référencées, eh bien, on a une réduction spectaculaire du nombre des récidives au cours de la première année d'utilisation de ces probiotiques. C'est vrai que ça peut poser un certain nombre de problèmes et on a du mal parfois à expliquer aux femmes qu'avec des probiotiques, on va régler le problème, en tout cas nettement l'améliorer. Mais il y a une étude qui est absolument passionnante chez ces femmes qui ont des problèmes de la statique pelvienne, qui ont des problèmes d'incontinence urinaire. Une étude qui a porté sur 136 femmes avec des troubles de la statique. Elles ont toutes eu une rééducation périnéale. Elles ont toutes eu un traitement estrogénique local, mais il y a un groupe qui a reçu en plus des probiotiques. Et là, on s'est aperçu que dans ce groupe probiotique, il y avait une très nette amélioration de l'incontinence urinaire, une très nette amélioration en matière d'infection récidivante. Et quand on prend
des mesures, en particulier de la pression urétrale ou de la pression vésicale de fermeture, il y a une très nette amélioration dans ce groupe probiotique. Donc les probiotiques, ce n'est pas uniquement pour la flore, ça marche aussi très bien pour la statique du pelvis. Oui, et j'aimais bien ce que vous disiez tout à l'heure en aparté, c'est que le microbiote au niveau de la vessie était semblable, je vous laisse peut-être dire un mot, était semblable au microbiote vaginal. Oui, c'est ça, on vient de découvrir, là, il y a des études très récentes là, qui viennent de démontrer que par des ponctions transurétrales ou transvésicales, que la vessie comporte un microbiote normal, physiologique, qui est parfaitement comparable à celui du vagin, et on comprend mieux par quel mécanisme les probiotiques peuvent agir. Donc, dans ces situations-là, qu'est-ce que l'on peut proposer comme approche complémentaire? Effectivement, certains composants de notre alimentation vont contribuer à limiter ces infections urinaires parce qu'ils vont avoir, d'une part, ces ingrédients, des propriétés anti-adhésives, des propriétés antibactériennes, des propriétés anti-inflammatoires et des propriétés diurétiques. Moins l'Escherichia coli stagnera dans la vessie, moins il aura de risque de s'implanter. Donc on va avoir des composants qui vont apporter une synergie, encore une fois, anti-adhésive, diurétique, antibactérienne et anti-inflammatoire. Et parmi ces ingrédients, la canneberge, dans la canneberge, on va extraire des proanthocyanidines de type A, on va les appeler PAC-A comme c'est écrit sur la diapositive. Et ces PAC-A, donc issus de la canneberge, ont un effet dose dépendant. Vous allez voir que l'on va pouvoir utiliser parfois dans le traitement de fond 36 mg, mais qu'en situation aiguë, 72 mg seront nécessaires. Ce sont des études qui nous l'ont montré. Comment fonctionne donc ces PAC-A de canneberge? Vous voyez là représenter une immonde Escherichia coli avec des adhésines et des pilifembriers qui ne demandent qu'une chose, c'est venir s'insérer dans le récepteur glycoprotéique des cellules urothéliales. Mais regardez les PAC vont venir s'interposer et vont venir donc gêner, inhiber cette liaison avec le récepteur glycoprotéique. Donc inhibition par ces PAC-A sur les adhésines et les pilifembriers, inhibition de l'adhésion d'Escherichia coli sur les récepteurs épithéliaux, et donc on peut dire que ces PAC-A empêchent la fixation des bactéries à la paroi de la vessie, pour éviter donc que ces bactéries se multiplient, que cette inhibition commence très très vite, 2 heures après l'ingestion de ces PAC-A et peut durer jusqu'à 10 heures après l'absorption. Donc encore une fois, en aigu, vous allez voir, on va utiliser 72 mg. Je disais qu'il allait y avoir également d'autres ingrédients. L'orthosiphon va venir avoir une action synergique pour lutter contre l'adhésion d'Escherichia coli. Regardez, il agit tout à fait d'une autre façon, toujours ces mêmes Escherichia coli avec leur pili qui ne cherchent qu'à une chose, c'est d'adhérer. Mais là, cette fois-ci, l'extrait d'orthosiphon va venir s'installer dans le récepteur glycoprotéique et va ainsi gêner encore une fois la liaison, va bloquer les sites cellulaires. Donc on va avoir un mécanisme d'action complémentaire à celui de la canneberge. Et des études ont été faites in vitro par le groupe PILège à la recherche d'autres PAC-A, et ils ont recherché la quantité de PAC-A et l'efficacité des PAC-A issus de la cannelle. Donc là aussi, de nombreux travaux ont montré donc, que ce PAC-A de cannelle inhibe l'adhésion d'Escherichia coli aux cellules uroépithéliales humaines. Et une synergie supplémentaire, donc la combinaison a été testée de PAC-A de canneberge associée à des PAC-A de cannelle, et cette synergie, comme vous le voyez écrit, a très bien fonctionné, puisque, regardez sur le schéma, à dose égale de PAC-A, on a soit la cannelle seule, soit la canneberge seule, mais regardez combien l'association cannelle plus canneberge va être synergique et va donc aboutir à 82% d'inhibition de la fixation d'Escherichia coli à la muqueuse. Donc, ces PAC-A de cannelle et de canneberge ont une action synergique sur cette adhésion d'Escherichia coli.
Comment et quand les utiliser? Eh bien, il va y avoir deux situations. La première situation, dans l'inconfort urinaire et dès les premiers signes d'inconfort urinaire, va être d'utiliser, si vous le jugez utile, une antibiothérapie, ou bien en attendant éventuellement le résultat de l'ECBU, et cette prise ne gênera pas un éventuel résultat de CBU, on peut proposer donc Feminabian CBU Flash, 2 comprimés par jour pendant 3 jours dès les premiers symptômes d'inconfort. Feminabian CBU Flash va contenir de l'extrait de piloselle, de l'extrait de canneberge, donc dosé à 72 mg d'OPC, et la méthode de dosage est particulièrement importante. Il s'agit d'une méthode qui s'appelle la méthode DMAC, la méthode DMAC, qui va être importante pour doser avec justesse les PAC-A. Donc, 2 comprimés vont apporter ces 72 mg et également l'orthosiphon. Donc, piloselle, canneberge, orthosiphon, effet diurétique, effet antiseptique, effet antifixateur sur la muqueuse. Toutes ces synergies vont en faire un micronutriment dans l'urgence et dans les premiers 3 jours. Et au bout de 3 jours, soit, j'allais dire, le tour est joué et la personne n'a plus cet inconfort, et même si par précaution on a fait un ECBU, s'il revient négatif, le problème est résolu. On a bien sûr demandé à la patiente de boire et de boire et de boire. Si le CBU est positif, on sait s'adapter. Si cette personne maintenant a des infections urinaires récidivantes, on va utiliser un autre micronutriment qui va associer des probiotiques de façon à restaurer et maintenir une biose vaginale, parce que vous avez dit il y a du désordre dans tous ces microbiotes. Et bien évidemment, de quoi inhiber, donc là aussi, les PAC-A qui vont inhiber l'adhésion d'Escherichia coli. Donc ce micronutriment qui s'appelle, lui, Feminabian CBU, alors comme je dis à mes patientes, CBU tout court celui-ci, va contenir 2 milliards 2,5 10 puissance 9 donc ferment lactique pour une gélule, et associé à part à une gélule marron qui va contenir donc les extraits de cannelle et les extraits de canneberge qui se potentialisent avec la quantité d'OPCA. Donc là, la posologie va être... Alors, le protocole, vous le voyez, c'est d'une gélule blanche et d'une gélule ocre. Alors moi, je leur explique une double gélule. Le protocole vous propose 1 jour sur 2 pendant le mois. Mon expérience, avec toutes ces femmes qui ont de nombreuses infections à Escherichia coli, quelquefois 3-4 fois par an, quelquefois tous les 2 mois. Donc, moi, ma pratique, j'ai opté pour une double gélule par jour pendant 1 mois ou 2. Et je commence à, j'allais dire, espacer 1 jour sur 2 dès qu'on tient bien, dès qu'on maîtrise bien Escherichia coli. J'espace ensuite progressivement jusqu'à ce que le souvenir s'estompe des infections urinaires. Parlez-nous des vaginoses. Alors la vaginose, bien c'est le prototype du déséquilibre de la flore vaginale, de la dysbiose vaginale, puisque c'est la disparition, le remplacement des lactobacilles physiologiques par une flore anaérobie. Alors, elle est, ma foi, souvent confondue par les patientes qui ont tendance à attribuer systématiquement le moindre désagrément en dessous de la ceinture à une mycose. Donc, c'est vraiment 2 choses fondamentalement différentes. Donc, la vaginose bactérienne, c'est essentiellement Gardnerella vaginalis et d'autres germes anaérobies. Mycose vaginale, c'est du Candida albicans, même si la mycose peut être aussi de temps en temps liée à un désordre du microbiote vaginal. Mais les mycoses vaginales diminuent de manière spectaculaire après la ménopause. Il y a moins d'estrogène, donc il y a moins de glycogène, donc il y a moins de Candida albicans. Et c'est essentiellement les vaginoses bactériennes qui vont poser des problèmes infectieux chez les femmes ménopausées. Donc, il y a des facteurs qui favorisent bien souvent ces déséquilibres. L'hygiène excessive, l'utilisation de produits d'hygiène à base d'antiseptiques, les lavages internes qu'on voit de moins en moins, heureusement, mais les douches vaginales, malheureusement, ça existe encore un petit peu. Ces femmes qui sont amenées à prendre des antibiothérapies à long terme, et je pense essentiellement justement aux femmes qui ont des cystites récidivantes, qui sont gavées d'antibiotiques alors qu'on peut éventuellement trouver d'autres solutions. Et puis il y a un facteur fondamental, c'est le tabac.
et on ne le répétera jamais assez, le tabac est un des facteurs majeurs du déséquilibre du microbiote vaginal. Donc, mesdames, arrêtez de fumer si vous voulez arrêter vos infections, aussi bien urinaires que vaginales. Alors, les conséquences, c'est tout simplement la diminution ou la disparition des lactobacilles et le remplacement, puisque la nature a horreur du vide, par des germes anaérobies qui sont des germes qui existent à l'état normal dans le vagin, dont Gardnerella vaginalis. Alors, dans 90% des cas, on retrouve du Gardnerella vaginalis, mais ce qui est le plus gênant pour la femme, même si cette vaginose est souvent asymptomatique, c'est la mauvaise odeur. Ce sont des femmes qui se plaignent assez peu d'irritation, de brûlure, mais elles disent qu'elles ont une odeur épouvantable. C'est une odeur de poisson pourri, tout simplement parce que le Gardnerella vaginalis produit des amines aromatiques qui s'appellent la cadavérine et la putrescine. Et donc, c'est jamais très agréable, ni pour la patiente, ni pour son entourage. Et c'est fort perturbateur pour la vie quotidienne de ces femmes. Donc, bien sûr, on peut traiter par des antibiotiques, on peut traiter par du secnidazole ou du métronidazole, mais il y a des risques de récidive qui se situent aux alentours, au bout de 3 mois, de l'ordre de 33%, et au bout d'un an, pratiquement 80%. Donc, on a environ 30% des femmes non ménopausées qui sont atteintes de vaginose, mais on s'aperçoit que cette proportion augmente après la ménopause. Et donc, il y a une très belle étude qui a été faite à 5 ans d'intervalle chez les mêmes patientes aux États-Unis, 907 femmes dans la première étude, 870 dans la deuxième, qui a montré une nette progression de la vaginose bactérienne de 23% sur la première étude, et 5 ans plus tard, ces mêmes femmes, c'était 38%. Et des femmes qui n'ont pas encore un vagin complètement déséquilibré, qui ont juste une flore intermédiaire, là aussi, on a une progression avec l'âge. Donc là, sur ce graphique, on le voit très bien, puisqu'on voit en blanc, donc c'est la flore normale, et en gris sombre, c'est la vaginose bactérienne. On voit très bien la progression avec l'âge, et on s'aperçoit que ces femmes sont de plus en plus touchées, plus on avance en âge. Donc les probiotiques, on sait très bien par des études que ça fonctionne. Il y a diverses souches qui ont été étudiées par voie orale, par voie locale, et on a d'excellents résultats avec une diminution qui peut dépasser parfois 35% dans la diminution des récidives et qui peut atteindre les 50% dans des études versus placebo. Et ça réduit bien sûr ce risque, mais le problème, c'est que ces études elles concernent essentiellement les femmes préménopausées. On n'a pas encore suffisamment le réflexe de donner des probiotiques chez ces femmes ménopausées parce que, tout simplement, comme on l'a dit tout à l'heure, on a l'idée que les probiotiques ne peuvent pas s'implanter parce qu'il n'y a pas d'estrogène. On a vu tout à l'heure que les probiotiques pouvaient parfaitement s'implanter. Donc, petit souci technique. Oui. Voilà. Réparé. C'est réparé tout de suite. Donc, les solutions, Jacqueline, je vous laisse nous les donner. Alors, une solution intéressante va être donc d'appliquer un probiotique au niveau local. Et ce probiotique s'appelle Feminabian flore vaginale. Donc, c'est un dispositif médical. Le but, c'est tout à fait ce que vous dites, c'est prévenir les récidives d'infections vaginales chez cette femme. Donc, c'est une première solution de santé pour la femme par voie vaginale qui a été commercialisée donc par le laboratoire Pilège. Et cette souche, puisqu'il s'agit de Lactobacillus plantarum LA901, est particulièrement intéressante, on va en voir les raisons. Elle est inscrite pour ceux à la CNCM, donc, et on va voir que les indications de cette souche vont être restaurer la flore vaginale, améliorer le taux de guérison de ces infections, vulvovaginite, mycose, rarement, comme vous l'avez dit, au fur et à mesure de la ménopause, infection vaginale, vaginose bactérienne, et surtout réduire le nombre de récidives. Et j'allais ajouter améliorer le confort, parce que c'est une des premières plaintes. Donc, outre le fait qu'elles disent « j'ai une mycose », c'est « je suis inconfortable » pour de nombreuses raisons. Donc, l'efficacité démontrée in vitro, antifongique, antibactérienne, je parle de la souche, donc Lactobacillus plantarum. Vous le voyez dans les mycoses vaginales, qu'elles soient à Candida albicans qui sont dominantes et quelques-unes autres à Candida glabrata. Également efficace, donc antibactérien contre Gardnerella vaginalis dans les vaginoses bactériennes. Alors, la sélection. Pourquoi cette souche et pourquoi paraît-elle dominer pour l'instant les autres? Lactobacillus plantarum LA901
a d'une part, et c'est une des propriétés majeures que l'on demande à un probiotique, une forte capacité d'adhérence à l'épithélium vaginal. Elle va donc ainsi avoir un effet barrière aussi et prévenir la colonisation par les bactéries indésirables. Deuxièmement, bien évidemment, cette souche a aussi un fort pouvoir, une forte capacité d'acidification du pH vaginal, ce qui va prévenir la croissance des bactéries pathogènes, donc des vaginoses. Elle a, et je pense que c'est un point important à souligner, une bonne survie dans le tissu vaginal inflammatoire. Et enfin, elle peut être compatible, cette souche toujours, avec plusieurs traitements antibiotiques ou antifongiques donnés, cette fois-ci, par voie orale. Une étude a été faite, et vous savez qu'on cherche donc le halo d'inhibition des bactéries responsables des infections, et cette étude a été faite versus donc Lactobacillus crispatus, qui est déjà une référence en la matière, et regardez en rouge, le halo d'inhibition bactérien est nettement supérieur pour la souche Lactobacillus plantarum. Donc, Feminabiane flore vaginale en pratique, eh bien c'est un comprimé à introduire au fond du vagin, soit que vous le fassiez de manière manuelle, soit vous vous faites aider par un applicateur pour en faciliter l'insertion. Une posologie simple, ça va être un comprimé, un soir sur 2, on va le mettre de préférence au coucher, plutôt donc après les règles, parce que c'est souvent la période des vaginoses, on l'a souligné. Et donc, un conditionnement adapté, ce sont des petits comprimés dans des alvéoles, etc. Et ce dispositif est non hormonal. Donc, un comprimé un jour sur 2, 14 jours. 14 jours, c'est 7 soirs. 7 soirs, c'est une boîte par mois. Il y a 7 comprimés dans la boîte à renouveler après les règles. Je ne reviens pas sur les conseils que vous avez largement détaillés. Donc au niveau des toilettes, etc. Je terminerai sur ce désagrément. Je disais en introduction que ces femmes, au décours de la ménopause, elles viennent et puis elles ont les articulations interphalangiennes, elles ont des petites douleurs, elles disent « je suis courbaturée de partout, j'ai une ankylose matinale ». En fait, eh bien, ces douleurs articulaires au cours de la périménopause et de la ménopause résultent là aussi de la diminution du taux d'estrogène, les récepteurs intra-articulaires recevant moins d'estrogène, il y a une articulation qui peut devenir douloureuse. Quelles sont les réponses possibles? Alors, il y en a de multiples réponses. J'en ai choisi rapidement 2, si vous voulez, de façon à pouvoir aider soit dans les douleurs mécaniques. On va avoir d'une part, dans toute douleur, on va utiliser Porphyra umbilicalis, donc protéochoc en première intention, qui va être associé à une association de 2 plantes. On va voir leur rôle anti-inflammatoire, l'Arpagophytum et le sol. Rapidement, donc, l'Arpagophytum. L'Arpagophytum va venir ici bloquer un signal de transcription au niveau de la voie de signalisation du NF-κB, diminuant ainsi l'inflammation. Je vous le fais, vu l'heure, un tout petit peu court. Et va donc diminuer également l'expression de tout ce qui est cyclooxygénase et donc les prostaglandines de type 2. De même, le sol va aussi, en synergie avec l'Arpagophytum, avoir une action antalgique dans ces douleurs mécaniques. Là aussi, diminution de la synthèse des prostaglandines de type 2, en clair, diminution de l'inflammation. S'il y a maintenant des douleurs un peu plus inflammatoires, un peu plus réparties, je vais choisir toujours le porphyral en aigu, et puis une association de 2 plantes, de deux principes actifs, donc le curcuma et le boswellia. Regardons un petit peu l'intérêt, là aussi, de cette association, c'est de lutter sur les 2 voies de l'inflammation issues de l'acide arachidonique. Donc, le curcuma va bloquer, on va le voir, la voie de la cyclooxygénase, issue de l'acide arachidonique. Le boswellia va bloquer ici la voie issue de la lipo-oxygénase, donc diminution de la CRP, diminution des métalloprotéases, tout ceci pour faire court, diminution de l'inflammation et amélioration de l'état clinique de nos patientes, avec une efficacité clinique documentée. Donc, je ne vous refais pas en détail l'action du curcuma, du boswellia, et on va toujours l'associer donc au porphyral qui va stimuler
la production d'HSP, qui va avoir une action antiradicalaire, anti-inflammatoire, associée aux polysaccharides sulfatés qui ont une action antalgique. Et j'en terminerai d'une petite phrase ou deux avec l'acidose. Chaque fois qu'il y a une acidose métabolique, il peut y avoir des inflammations. Ces inflammations donc, peuvent être responsables de nombreux symptômes, mais en ce qui nous concerne, de fuite minérale et d'ostéopénie qui, si on le laisse évoluer, va se terminer par une ostéoporose, éventuellement destruction du cartilage et de l'os sous-chondral allant vers l'arthrose. Mais on peut très bien avoir des douleurs sans qu'il y ait une arthrose cependant. Donc l'alimentation, réguler donc, les apports, limiter les excès de protéines, limiter les excès de sucre rapide, de graisses saturées, de produits raffinés, apporter des fruits, des légumes, des légumineuses, de façon à retrouver un équilibre et d'éviter l'apparition d'un état d'acidose. Donc rééquilibrage alimentaire, mais vous savez tous que pour rééquilibrer une alimentation, il faut du temps, et quelquefois le temps presse un peu. Donc bien évidemment, on va proposer ces conseils à nos patientes, mais aussi on va proposer dans un premier temps une aide avec un micronutriment riche en citrate de potassium notamment, qui amène 55 milliéquivalents alcalins par jour, et on va proposer un stick d'Enabian dans par exemple un demi-litre d'eau à boire dans la journée dans ces situations. Donc, encore une fois, je pense qu'on a pu insister au cours de cette heure-ci sur l'importance de la prévention, l'importance des troubles, de la prévention de ces troubles possibles, afin que la ménopause ne soit pas une fatalité. Et encore une fois, anticiper, c'est bien tenter d'éviter la fatalité. Et donc, on va écouter les questions de nos confrères. Donc, je pense avoir répondu à la question comment s'appliquent les probiotiques en local. On désinsère, donc on extrait le comprimé et on le positionne localement, en intravaginal, en dehors des règles. En dehors de tout autre traitement local, on ne va pas le mettre en même temps qu'un ovule, bien évidemment. Si jamais il y avait un ovule antimycosique ou autre, on le positionnerait ensuite. Donc, des estrogènes, parce qu'on peut donner des estrogènes locaux aussi. Donc on alterne un jour les estrogènes en crème, par exemple, et puis le lendemain le probiotique, mais jamais en même temps. Voilà. Pourquoi CBU Flash contient 72 mg de PAC par prise? Je pense que 36 mg était la dose recommandée. Alors oui, de nombreuses études ont montré effectivement que 36 mg était intéressant. Mais il y a eu d'autres études qui ont montré que 72 mg était une dose particulièrement intéressante pour la rapidité d'action, pour l'inhibition très rapide de l'adhésion donc à la muqueuse, et aussi pour sa durée d'action. 72 comparé à des doses plus fortes. Donc c'est bien 72 qu'il faudra apporter en situation aiguë. Et c'est ce que vont nous apporter ces 2 comprimés de Feminabian CBU Flash qui sont compatibles et que l'on peut proposer pendant la grossesse. Alors, dans les cas où une mycose décide d'utiliser d'abord ovules et crèmes, par exemple l'éconazole, quel est le délai où la patiente peut mettre le Feminabian? Il n'y a pas de délai, c'est-à-dire que dès le lendemain, elle peut mettre son ovule de Feminabian, il n'y a aucun problème, et plus tôt elle commencera, plus elle a de chance de rééquilibrer son microbiote vaginal. Donc il faut reprendre tout de suite après tout ce qui est mycose. Je parle essentiellement de la femme non ménopausée, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'il n'y en avait pas trop chez les femmes ménopausées. Mais chez la femme non ménopausée, c'est important aussi de tenir compte du microbiote vaginal pour les mycoses, parce que la moitié des mycoses que l'on peut voir sont liées à un déséquilibre plus ou moins évident du microbiote. Donc il faut toujours associer, dans la mesure du possible, surtout en cas de mycose récidivante, le probiotique. Est-ce que l'efficacité de Feminabian flore vaginale a été prouvée en cas de récidive? Alors il y a eu des études qui ont été faites et effectivement,
les études dont je vais vous parler rapidement, c'est effectivement une diminution des récidives. Alors de mémoire, je ne sais plus la quantité, mais de manière très importante chez les femmes qui ont pris ce Feminabian flore-vaginal. Alors, il y a l'étude, et puis il y a aussi, depuis la sortie de Feminabian flore-vaginal, ma pratique. Et j'ai appris deux choses. J'ai appris, grâce à vous, à anticiper et à poser des questions bien avant qu'elles ne se plaignent. Parce que, comme on le disait à un moment, ces femmes vont peut-être venir pour les bouffées de chaleur, c'est sûr, mais ne se plaindre qu'au bout d'un certain temps d'inconfort. Si vous posez la question, voilà, donc on va débusquer certaines situations. Et donc, le fait d'utiliser Feminabian flore-vaginal va anticiper et sauver des situations. Et quand, pour en revenir à la question, quand il y a des infections répétées, ben je vais maintenir ces 14 jours, c'est-à-dire 7 soirs d'implantation du probiotique pendant plusieurs mois, et l'étude à laquelle on peut faire référence dure sur plusieurs mois également et a montré une amélioration. Je crois qu'il faut préciser que ce n'est pas dangereux de continuer des traitements probiotiques pendant longtemps, et c'est même recommandé. Donc moi je suis complètement d'accord avec vous. On donne des cures séquentielles, c'est-à-dire 14 jours par mois, ce qui n'est pas grand-chose, hein, ça fait 7 jours finalement, et donc on répète ça pendant 3 à 6 mois, et puis après on peut faire une pause et puis repartir éventuellement sur un traitement si les symptômes reviennent. Voilà. Et l'étude à laquelle je faisais allusion porter absolument sur les mycoses. Alors une question peut-être pour vous. Les mycoses vaginales sont-elles toujours associées au candida albicans? On en parlait tout à l'heure. Oui, alors en France, oui, en Europe occidentale, oui, dans 80-85%. Il y a de plus en plus de candidats non albicans qui s'appellent candida glabrata, candida tropicalis, candida pseudotropicalis, qui posent un problème essentiellement parce que les antifongiques classiques fonctionnent moins bien, en particulier donc le fluconazole que l'on donne assez souvent pour les récidives de candidose albicans, ça fonctionne pas très très bien. Donc il faut s'adresser à des bons vieux antifongiques comme l'amphotéricine B qui n'existe plus, mais la mycostatine qui fonctionne pas mal, et surtout rééquilibrer le vagin. Une femme qui est fait des mycoses récidivantes, dans plus de la moitié des cas, c'est un déséquilibre de la flore. Les antifongiques ne sont jamais suffisants. Feminabian Ménoconfort est à prendre à quel moment de la journée? Alors écoutez, moi je pense que la personne peut le prendre quand elle le souhaite. Je le positionnerai par commodité le soir. Voilà, simplement par commodité, parce que les principes actifs, qu'on les prenne le matin ou le soir, il n'y aura pas de problème. Mais c'est peut-être le soir le plus facile. Voilà, donc moi je les positionne le soir, mais ça n'est pas une absolue nécessité. Si Feminabian CBU ne suffit pas, pourrait-on ajouter Feminabian flore-vaginal dans le cas d'une infection urinaire récidivante? Oui, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un transit qui se fait entre l'intestin, le vagin et à tous les niveaux, il peut y avoir des problèmes. Donc on peut aussi avoir affaire à des troubles du transit intestinal, on peut avoir aussi des syndromes du côlon irritable qu'il va falloir prendre en charge. On peut avoir aussi des troubles au niveau du microbiote vaginal. Donc tout ça, il faut poser des questions et ne pas se fixer uniquement sur la vessie. Bien poser des questions. Est-ce que vous avez des problèmes digestifs? Est-ce que vous avez des problèmes vaginaux, et ne pas hésiter tout simplement à mesurer le pH au niveau vaginal pour vérifier si par hasard il n'y a pas un déséquilibre de la flore, même si la femme ne s'en plaint pas. Et moi, je voulais rajouter juste une petite chose intéressante à propos de l'ostéoporose, si on a le temps. Les souris. Voilà, les souris. L'étude des souris, je trouve ça passionnant. Il y a quand même quelque chose de très prometteur. C'est qu'on a démontré chez des souris que l'on a castré. On a fait une ovariectomie. On a pris 2 groupes de souris. Le premier groupe, elles ont été supplémentées en probiotiques avant l'ovariectomie et après l'ovariectomie, et le deuxième groupe de souris n'a pas été supplémenté. Et on s'est aperçu de manière extrêmement statistiquement significative qu'il y avait un retard à l'apparition de l'ostéoporose chez toutes les souris qui ont été supplémentées en probiotiques. Ce qui veut dire que si on peut transposer, c'est pas toujours facile de transposer à la femme, que le fait de supplémenter en probiotiques de bonne heure,
c'est-à-dire avant que les symptômes ne commencent à arriver, on l'a dit tout à l'heure et je suis complètement d'accord avec vous, il faut poser des questions aux femmes qui atteignent 45, 47 ans. Souvent, elles ne vont pas nous dire tout ce qui se passe, mais on peut débusquer un certain nombre de choses et leur dire la ménopause, ça se prépare. Le confort de votre ménopause, vous allez passer 30 ans de votre vie avec la ménopause, on peut la préparer dès maintenant. Et donc, moi je trouve remarquable cette grande porte ouverte sur la prévention de l'ostéoporose par l'administration de probiotiques. Je trouve que c'est, outre l'acidose, outre tout ce que l'on peut proposer, avec bien sûr les vitamines, etc. On sait, on a démontré effectivement in vitro qu'un certain nombre de souches de lactobacilles ou de bifidobactéries étaient susceptibles d'agir sur le renouvellement osseux ou de contrarier la destruction osseuse. On l'a démontré in vitro. Reste maintenant à appliquer ça chez la femme, et je pense que c'est une grande voie thérapeutique et préventive, surtout pour nos patientes, et surtout avec des produits qui sont non dangereux. Pourquoi Feminabian CBU est contre-indiqué chez la femme enceinte? Vous avez vu que dans Feminabian CBU, ce qui n'est pas le cas de Feminabian CBU Flash, mais dans Feminabian CBU, il y a donc de la cannelle, et ces extraits de cannelle donc sont riches en coumarine, et de nombreuses, j'efface le mot nombreuses, des études ont montré que au premier trimestre et au deuxième trimestre de la grossesse, il pouvait y avoir des effets délétères différents quand on apporte de la coumarine. Donc c'est une précaution d'emploi, et donc nous ne donnons pas Feminabian CBU pendant la grossesse. Alors, une autre question qui est plus complexe, que l'on va se partager. Proposeriez-vous un probiotique en cas de cystite interstitielle? Alors, la cystite interstitielle, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de travaux sur le sujet. On n'en connaît pas tellement l'origine. Donc, pour l'instant, on a des cystites qui ont démontré dont on a démontré l'origine bactérienne. On pense qu'il peut y avoir des origines virales, en particulier le papillomavirus. Donc, la cystite interstitielle, c'est quelque chose qui, a priori, ne fait pas intervenir des problèmes infectieux. C'est des phénomènes immunologiques. Alors, tout ce qui est immunitaire peut parfaitement être géré par des probiotiques absolument adaptés. Voilà. Donc, mais là, je pense qu'il est vraiment très très tôt pour dire que s'il y a des protocoles, en tout cas, pour l'instant, moi, je ne les connais pas. Mais c'est pas totalement impossible, puisqu'encore une fois, toutes ces maladies à connotation immunologique pourraient bénéficier d'un rééquilibrage au niveau probiotique. Oui, moi, en voyant la question et en ayant quelques rares cas, je leur ai proposé effectivement un probiotique qui va travailler sur les mécanismes des T régulateurs de façon à lutter contre l'inflammation en stimulant l'interleukine 10. Je leur ai donné l'actibiane tolérance. Même s'il n'y a pas d'études, j'ai essayé d'apporter ma pierre à leur histoire. On sait bien, par exemple, on peut donner des probiotiques à visée intestinale pour la prévention d'infections rhinopharyngées ou pulmonaires. Donc, il y a des actions à distance, et il n'est pas totalement stupide de dire ou d'imaginer que ces probiotiques peuvent avoir une action à distance sur l'inflammation au niveau de la vessie. Vous avez parlé de prendre le pH au niveau vaginal. Une personne demande techniquement comment vous pouvez faire, comment l'expliquer à nos patientes, comment doit-on faire pour prendre le pH vaginal? D'abord, il faut vous procurer tout simplement un rouleau de papier pH. Il y a des rouleaux de papier pH qui mesurent le pH entre 3,5 et 7, c'est ce qui suffit pour le vagin. Après, on prend un petit écouvillon, on va aller gratouiller l'intérieur du vagin, jamais au niveau du col, jamais au niveau du cul-de-sac postérieur, et puis on va le mettre sur le papier buvard et on va regarder. Et donc, alors, c'est valable pour les femmes non ménopausées, parce qu'une femme ménopausée a toujours un pH un petit peu plus élevé, mais chez une femme non ménopausée, le pH normal du vagin, c'est entre 3,5 et 4,5. Dès qu'on est au-delà de 4,5, il y a des équilibres de la flore. Peut-être une petite dernière. À partir de quel âge doit-on préparer la ménopause? Alors, je vous laisse peut-être répondre. Moi, j'allais dire concrètement ce que je propose à mes patientes. C'est dès que quelques signes se manifestent, que l'on va rechercher. Nous, on va anticiper également et leur proposer à ce moment-là, puisqu'il n'y a pas d'âge déterminé pour cette personne-là, il va falloir un petit peu aller à la pêche aux symptômes et dès que possible le faire. Peut-être avez-vous un complément de réponse? Non, mais vous avez raison, il faut aller un peu à la pêche aux symptômes parce qu'il y a beaucoup de femmes qui répugnent à parler de ces symptômes-là. Je pense que le temps imparti
Donc, je vous remercie à chacune et chacun d'entre vous de votre écoute, de votre présence. Et puis, s'il ne restait qu'un mot, allez, on anticipe. Bonne journée. Merci, Dr Bobo. Au revoir.